Bonjour à tous, merci d'avoir été si nombreux à vous lever le vendredi matin. D'habitude, on fait plutôt salle vide, mais là, on est impressionné par le nombre des participants. C'est un exercice un petit peu difficile pour nous que de présenter des travaux que nous n'avons pas réalisés, et vous en serez un peu indulgents, mais c'est quand même avec grand plaisir que je vous présente ce travail qui a été écrit par Josette Vallée et Hayes Hawes sur la contraception hormonale post-coïtale dans les pays développés. Je n'ai pas de conflit d'intérêts et je me suis inventé un petit conflit score que je trouve tout à fait approprié. Alors le contexte, dans le baromètre santé 2016, 72% des femmes utilisaient un moyen contraceptif. Et pourtant, on pense qu'une grossesse sur 3 n'est pas prévue. Et parmi elles, 6 sur 10 aboutissent à une interruption volontaire de grossesse. Pourtant, dans les situations de risque de grossesse non désirée, il existe des moyens de contraception efficaces, on appelle cela la contraception post-coïtale, à prendre d'urgence après un rapport non protégé ou mal protégé. Et pour cela, on a 3 méthodes qui sont efficaces. Soit prendre un comprimé de lévonorgestrel à 1,5 mg, soit prendre un comprimé d'ulipristal, 30 mg, soit la mise en place d'un DIU au cuivre. Chacune de ces méthodes a des règles d'utilisation pour son efficacité et sa sécurité. Le lévonorgestrel doit être pris dans les 72 premières heures et l'ulipristal dans les 120 premières heures, c'est-à-dire 5 jours. Pour ces deux méthodes, plus le comprimé est pris tôt après la situation à risque, plus l'efficacité est bonne. Le DIU, le stérilet, peut être installé dans les 5 jours. Les contraceptifs hormonaux post-coïtaux ont une efficacité amoindrie chez les patientes qui ont un IMC supérieur à 25, et les femmes qui sont concernées doivent être informées du risque de moindre efficacité du comprimé dans ce contexte. Le lipristal est contre-indiqué en cas de grossesse et il exposerait également à une moindre efficacité de la contraception dans les 7 jours qui suivent la contraception habituelle, ce qui est à prendre en compte, et les patientes doivent être informées qu'elles doivent utiliser un autre moyen de contraception pendant cette période, notamment le préservatif. Donc depuis la fin des années 2000, de l'année 2000, pardon, ces médicaments, cette contraception post-coïtale, est disponible sans ordonnance. La France a été le premier pays à autoriser cette délivrance en pharmacie sans ordonnance, et elle peut être délivrée gratuitement aux patientes mineures en pharmacie, dans des centres d'orthogénie, dans les centres de planification familiale, ou également par les infirmières scolaires. L'objectif de cet article, de cette étude, était en fait d'analyser les facteurs qui sont associés à l'utilisation d'une contraception hormonale post-coïtale, qu'ils soient favorisants ou limitants, notamment de manière centrée sur les principaux acteurs de cette contraception, que sont les femmes et les hommes bien sûr, et également les professionnels de santé, notamment pharmaciens et médecins généralistes. Donc, la méthode utilisée était une revue systématique de la littérature. Cette revue a porté sur les articles des plus anciens et jusqu'à novembre 2018. La rédaction de cette revue a suivi les recommandations de la revue Cochrane et du PRISPA Statement. Les bases de données qui ont été explorées étaient PubMed, Medline, Cochrane Library, Embase. Également les recommandations de la Haute Autorité de Santé, de l'INPES, les documents de l'INPES, celles de l'OMS, les sites des sociétés savantes, notamment de gynécologie et de pharmacie, les revues Exercer, Médecine et Prescrire. Les termes mèches pour cette recherche sont affichés ici. Je ne vais pas tous vous les lire. Alors, à l'issue de cette recherche, les auteurs ont identifié 1321 articles et recommandations dans leur base de données explorée. Après un processus de sélection, ce sont finalement 47 articles qui ont été inclus dans la revue Littérature. Parmi ces articles,
26 étaient issus de données portant sur les États-Unis et 6 portaient sur la France. Il y avait une méta-analyse et 6 essais cliniques randomisés, les autres articles étant plutôt des recommandations, des enquêtes qualitatives. Alors, on va d'abord faire un focus sur les principaux concernés par la contraception postcoïtale, les utilisatrices et leurs partenaires. Les résultats montraient que l'utilisation de la contraception hormonale postcoïtale dans le but d'éviter une grossesse non désirée était majoritairement connue des couples et également sa disponibilité en pharmacie était largement connue. Il existait des freins, notamment des freins à son accès pour certaines catégories de population. Donc, notamment, ont été identifiées les femmes immigrantes, les femmes aux antécédents d'agressions sexuelles, les femmes vivant dans des zones où il y a peu de pharmacie, les femmes incarcérées et les femmes pauvres. D'autres articles ont identifié des obstacles à la prise de cette contraception, notamment la confidentialité, la gêne des patientes, le manque de moyens de transport pour se rendre à la pharmacie. Certains adolescents en Angleterre craignaient d'être jugés lorsqu'ils faisaient une demande de contraception postcoïtale. Certaines femmes estimaient être face à une stigmatisation au moment de la demande, et notamment parce qu'il existait un sentiment de culpabilité et de gêne du fait d'une confusion possible avec l'interruption volontaire de grossesse. C'était un point qui a été discuté par les autrices, justement par cette ambiguïté qui ressortait de nombreuses études entre contraception postcoïtale et interruption volontaire de grossesse. D'autres études ont montré que le terme pilule du lendemain pouvait être un facteur de confusion et notamment induire en erreur les couples sur le délai de recours à la contraception, puisque ça ne relève pas que du lendemain et on peut être efficace jusqu'à 5 jours selon les méthodes utilisées. Dans 5 pays européens, les femmes interrogées relevaient une crainte d'infertilité après la prise de contraceptifs postcoïtales, ce qui était un frein majeur à son utilisation. Et en conséquence, certaines femmes affirmaient qu'une meilleure connaissance de la contraception hormonale postcoïtale et de son absence de son innocuité aurait facilité son utilisation. À propos des modalités de prescription, différentes études, dont notamment donc une revue de littérature qui donne un bon niveau de preuve à cette notion, n'ont pas confirmé qu'il existe un intérêt à la prescription de la contraception hormonale postcoïtale par avance, c'est-à-dire anticiper une ordonnance, par exemple, ou une délivrance qui permettent de mettre à disposition la contraception pour la femme ou pour le couple, alors qu'il n'y a pas encore eu de situation à risque. Et ce, dans le but de prévenir les grossesses non désirées, bien sûr. Pourtant, la fourniture anticipée de cette contraception postcoïtale permettait de réduire le délai entre le rapport sexuel non protégé et la prise du contraceptif. Et les études ne retrouvent pas de mise en péril de l'utilisation de la contraception au long cours dans les suites de cette prise, ni de prise de risque augmentée, notamment sur le risque sexuel. Faisons maintenant un focus sur les pharmacies d'officine et les médecins généralistes, les professionnels de santé qui sont au cœur de cette contraception. Globalement, les pharmaciens se sentaient à l'aise et suffisamment formés pour correctement délivrer ce contraceptif. Pourtant, ils fournissaient peu d'informations sur la contraception après la prise de la contraception postcoïtale. Dans des études qui ont porté sur la France, certains pharmaciens demandaient la carte d'identité pour vérifier l'âge. Donc ça, c'est issu d'études avec des faux patients qui testaient des pharmacies.
Et donc certains pharmaciens exigeaient également un paiement, alors que la contraception hormonale postcoïtale devrait être gratuite, et notamment pour les mineurs. Également, lorsque une femme fait une demande de contraception postcoïtale en pharmacie, le fait que ça se passe au comptoir, exposé à des problèmes de confidentialité évidents. Et ça participait bien sûr à la gêne que les patientes exprimaient dans d'autres études. Concernant les médecins généralistes, l'étude de Fécon montrait qu'au-delà d'une première prescription de contraception, les médecins généralistes délivraient peu d'informations au sujet de la contraception post-coïtale. Pardon, j'ai fait retour en arrière. Et globalement, les études montraient que pharmaciens comme médecins n'étaient finalement que rarement identifiés comme une barrière à l'accès à la contraception hormonale post-coïtale, malgré les limites qu'on vient de montrer. Alors, la discussion de ces résultats montre que sur la littérature, la notion de contraception hormonale post-coïtale semble bien connue des couples et des professionnels de santé. Ce sont plutôt les mécanismes d'action qui sont moins bien connus, notamment cette assimilation à l'interruption volontaire de grossesse, alors même qu'un contraceptif post-coïtal n'agit pas du tout au stade de la grossesse, et que donc il n'y a pas du tout d'assimilation médicale possible, mais c'est une assimilation que font les patients. Également, cette peur des effets indésirables graves, comme une stérilité, est un frein majeur à son utilisation. Également, les préjugés portés par les patientes et leurs partenaires amenés à être gênés, à ne pas oser aller demander. Et les autrices relevaient aussi que le contexte religieux pouvait avoir une influence sur ces préjugés, avec des religions qui sont globalement hostiles à la limitation des naissances, et que cet acte de contraception post-coïtale était un peu culpabilisé. Globalement, il existe de nombreuses situations au cours desquelles le risque de grossesse est sous-estimé. Certains couples sous-estiment ce risque, notamment les filles mineures, elles sous-estiment le risque de grossesse, et chez les patients qui ont un niveau socio-économique plus faible. Également, depuis la vente libre en pharmacie et la dispensation par le pharmacien en direct, il semble que les médecins généralistes se soient un peu désinvestis de ce mode de contraception, puisqu'ils sont finalement peu impliqués dans ce parcours de soins, ce qui semble regrettable au vu des besoins d'information que les études font ressortir. Donc les résultats ont aussi montré que certains pharmaciens ont des freins à la dispensation, notamment des freins à la gratuité pour les mineurs, puisqu'on a vu qu'ils exigeaient pour certains un paiement, des freins liés à la confidentialité du lieu de délivrance qu'est la pharmacie. Les pharmaciens exprimaient aussi une crainte d'utilisation abusive des femmes, c'est-à-dire une utilisation répétée, inadaptée, inappropriée. Également, ils exprimaient un refus de dispenser lorsque c'était un homme qui venait demander la contraception hormonale post-coïtale. Pourtant, un certain nombre de femmes, et notamment des mineurs, demandaient facilement à un tiers d'aller chercher cette contraception pour justement franchir cette barrière de gêne et de culpabilité qui les amenait à ne pas oser aller demander. Les pharmaciens expliquaient cette réticence sur le fait que délivrer un homme leur donnait le sentiment de favoriser une prise non consentie d'une femme, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu donner son accord en se présentant directement.
De ces recherches ressort aussi que le DIU au cuivre est nettement sous-utilisé. C'est une possibilité efficace qui est peu investie, notamment du fait d'un besoin de rendez-vous rapide auprès d'un professionnel qui permettrait la mise en place du DIU, que ce soit un généraliste, une sage-femme. Et les autrices proposaient la mise en place d'un réseau de réponse rapide à ces demandes urgentes, puisqu'il faut réagir en 5 jours pour justement permettre à tout professionnel d'orienter efficacement une femme qui aurait besoin de cette contraception post-coïtale, non hormonale. La discussion a également porté sur un point d'attention, c'est-à-dire ces patientes qui consultent après agression sexuelle. Il faut savoir que 5% de ces femmes auront une grossesse à l'issue de cette agression. Et les autrices proposaient, notamment à partir d'un article de l'INET paru en 2004, la mise en place systématique et immédiatement disponible dans les lieux de consultation où sont traitées ces victimes d'une contraception post-coïtale. Enfin, l'ensemble de cet article nous incite à lever les réticences à la fourniture anticipée de contraception hormonale post-coïtale, lever cette crainte de banalisation, de déresponsabilisation vis-à-vis de la contraception, puisque les études ne montrent absolument pas que l'utilisation et le recours à une contraception hormonale post-coïtale a un impact ultérieur sur la prise d'un contraceptif de longue durée, et donc de favoriser au contraire cette délivrance anticipée, puisqu'elle permet de raccourcir le délai de prise après un rapport à risque. Voilà pour les conclusions de cet article. Je vous remercie de votre attention. Bonjour, Anne Hersard de Lyon, j'ai 2 questions. La première, c'est une seule et demie. La première, c'est c'est celle de Marie aussi. Est-ce qu'on pourrait, en tant que médecin généraliste, en acheter au cabinet et les délivrer? Est-ce qu'il y a quelque chose de possible? Parce que ça peut lever des réticences. Et la deuxième, on n'a pas bien compris les critères, parce que nous, on le prescrit chaque année avec le renouvellement. Si c'était bien ou pas bien, finalement, parce que c'était un peu contradictoire. Merci. Alors, merci pour cette question, ces questions. Alors, par rapport à la dispensation au cabinet du médecin généraliste, je pense qu'il existe des limites réglementaires à ce type de délivrance, même si ça peut être discuté en accord avec le pharmacien, notamment dans un exercice coordonné. Mais réglementairement, le médecin ne peut pas dispenser les médicaments. Il ne peut pas faire, sauf les pro-pharmaciens. En tout cas, peut-être que quelqu'un a des précisions plus fines que moi, parce que je ne suis pas experte de cette question. Maintenant, dans un exercice coordonné, je pense que ça peut tout à fait se réfléchir au sein d'un protocole adapté. Pour la deuxième question, effectivement, en fait, les données de littérature sont un peu contradictoires, donc vous avez tout à fait bien relevé, c'est-à-dire que les études ne montrent pas un intérêt sur la réduction, notamment des IVG, qui sont finalement la conséquence finale des échecs de contraception post-coïtale ou de non-prise, d'une certaine manière, d'une contraception après un rapport à risque. Mais par contre, les études sont plutôt favorables au fait qu'il n'y a pas de conséquences négatives. Et donc, du coup, même si on n'a pas démontré un effet positif, on a au moins démontré que ça rapprochait le délai de prise, ce qui peut, au moins dans certains cas, améliorer la qualité de la réponse et donc de l'efficacité. Et en tout cas, il n'y a pas d'effet délétère. Donc, il n'y a pas de raison de se passer de ce petit bénéfice qui n'est certes pas encore démontré, mais qui, en tout cas, n'a pas d'effet délétère. Donc, il y a une ambiguïté, effectivement, dans les réponses, mais les autrices prenaient le parti plutôt d'aller vers une prescription anticipée. Bonjour, Manon, je suis interne à l'Université de Bordeaux. Je me demandais concernant la contraception type dispositif intra-utérin au cuivre, est-ce que la notion d'effet indésirable de type grossesse extra-utérine a été étudiée? Alors là, vous me posez une question piège, puisqu'en fait, l'article n'a traité que des contraceptions hormonales post-coïtales. Et donc, là où la place du DIU était discutée comme une alternative efficace et
a priori sûr. Ça n'était pas du tout le sujet de la revue de littérature, ce qui fait qu'en fait, aucun article ne portait sur cette question spécifiquement. Après, peut-être, je sais qu'il y a dans la salle des gens très investis dans ces domaines. Peut-être que quelqu'un veut répondre s'il a la donnée. Quelqu'un qui ne dormirait pas. Désolée de ne pas avoir pu répondre précisément. Je crois qu'il est démontré que le risque de grossesse extra-utérine est le plus important en l'absence de contraception. Donc, la réponse est donc à négocier avec la patiente, une patiente avertie avec une décision partagée du risque semble être quelque chose d'assez optimal.